Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. C'est Monsieur Cacahuète, toujours blaguard ou blagueur si vous préférez. Blague à patte. Bref, il y a Monsieur Cacahuète, mais il y a aussi Zou qui est dans l'autre pièce. Ce soir, nous sommes samedi 28 septembre 2024, il est 23h33. Et ce soir, dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, qu'est-ce qu'on a regardé? Bien évidemment, on a regardé la suite du film d'hier. Alors, vous allez me dire, hier, tu as regardé Cacahuète 2001, l'Odyssée de l'espace. Donc forcément, aujourd'hui, tu as regardé 2002. Faux. On n'a pas regardé 2002, on n'a pas regardé 2003, on n'a pas regardé 2004 parce que ces films n'existent pas. On a regardé directement 2010, premier contact, l'année du premier contact, ce qui est déjà un titre complètement erroné puisque si on a vu le premier film 2001, on voyait que le monolithe était déjà là dès le départ lors des hommes singes qui se transformaient en hommes intelligents et que du coup les monolithes ont déjà influencé l'homme dès l'aube de l'humanité. Donc le titre l'année du premier contact, c'est de la merde. Bon, déjà, ça il faut le dire. Sinon, parmi les différences et le scénario de ce film, déjà il faut savoir que le premier film que j'ai rangé ailleurs, donc je ne l'ai pas gardé sous la main pour vous le montrer, mais c'était dans la vidéo d'hier. Dans le premier film 2001, il avait été réalisé par Stanley Kubrick. C'était avec un montage très particulier, dont c'était avec des raccords et autres. Pas toujours facile de suivre l'histoire, surtout que les dialogues étaient presque absents. Du coup, ça laissait plus de place à la supposition que vraiment à la compréhension du scénario. Du coup, ça laissait quand même un certain goût amer à la fin du film. Du coup, c'est vrai que je ne savais pas trop comment décrire réellement le film, si je l'ai bien aimé ou si je ne l'ai pas aimé, puisque mon avis reste globalement incertain sur le premier film 2001. Par contre, ce film-là, 2010, je l'avais vu il y a longtemps, à l'époque du début de la PlayStation 2, ce qui veut dire il y a longtemps, et je n'avais gardé un souvenir un peu plus intéressant, notamment avec le retour de Dave Bowman. Seulement, je n'avais pas vu à l'époque le premier film, du coup, je ne comprenais pas pourquoi il y avait le retour d'un personnage qui est peut-être vivant, peut-être pas vivant, on ne sait pas trop ce qu'il fait là, et du coup, je comprenais pas l'intérêt de tout le scénario, même si le film était quand même assez intéressant, ce qui fait que j'étais quand même assez circonspect à l'époque et j'étais déjà plus jeune, on va dire presque 20 ans de moins. Donc finalement maintenant j'ai un peu plus de recul et après avoir vu une seconde fois 2010, l'année du premier contact, j'ai déjà un avis un peu plus positif. Au niveau du scénario, déjà le film n'est pas réalisé par le même réalisateur, ce qui du coup crée certains changements, même si c'est toujours adapté des œuvres de C. Clarke. Je crois que c'est Arthur C. Clarke, j'ai un trou de mémoire, bref. Bref, au niveau adaptation, c'est toujours adapté de romans, mais de novélisation, je crois qu'on dit. Mais voilà, cette fois-ci, c'est sur un style un peu plus traditionnel. On est sur une œuvre linéaire qui se regarde assez facilement, avec à la fois des personnages qui parlent entre eux, mais aussi avec une voix off de narrateur lorsque ça semble être nécessaire. La musique, elle est moins présente et plus, on va dire, pas plus timide, mais moins, comment dire, moins envahissante la musique que dans le premier film. On retrouve quand même certaines tonalités. Oui, et on trouve quand même certaines tonalités cultes qui réapparaissent, qui étaient là dans le premier film et qu'on retrouve dans le second, mais vraiment uniquement au moment clé. Le film n'est pas tout récent non plus, mais je trouve que il a gardé un certain charme et se regarde globalement bien. Par contre, évidemment, il y a quelques petits défauts qui sont gênants sur cette édition DVD. Alors,
Le film a été édité en DVD et en Blu-ray, mais l'édition Blu-ray n'est plus trouvable, tout comme l'édition DVD, ou alors à des prix assez décevants par les revendeurs pro ou les particuliers. Contrairement à 2001 qui est ressorti récemment en édition 4K Ultra HD, rien du tout pour 2010, ce qui semble être un peu oublié malheureusement dernièrement. Ce qui est dommage puisque, à mon sens, il est un peu plus intéressant et quitte à remasteriser les deux films, autant les faire sur un format optimal et à la limite dans un packaging duo, pourquoi pas. Ça pourrait être intéressant. Bref, donc c'est un petit peu dommage qu'il soit un peu laissé de côté ce film, notamment que cette édition n'est pas parfaite du tout. Bon, c'est vrai que les menus sont archaïques, mais ça c'est le cas des DVD, des débuts de l'ère du DVD, et ça c'est pas très embêtant. Ce qui m'a le plus gêné plutôt, c'est le format du cadrage de l'image. C'est-à-dire que parfois on a des coupures sur des films avec des bords noirs à gauche et à droite, à la verticale, et parfois on en a aussi à l'horizontale, sauf que là ils nous ont mis les deux, donc on a l'écran qui est amputé pratiquement à moitié, à la fois avec les bordures des hauts, bas et côté gauche-droite, ce qui veut dire que même sur un grand écran de télé que l'on a actuellement, ça reste quand même décevant et ça compresse un peu trop l'image. Du coup, c'est vrai que ça gâche un petit peu alors que le film est très intéressant, mais ce portage-là est assez décevant pour cette édition DVD. Donc voilà, je tenais à le souligner. Et aussi une autre petite gêne, c'est vrai que souvent maintenant quand il y a des langues différentes qui sont parlées dans le film, souvent dans les films et séries maintenant, depuis des années, ça bascule en VOSTFR de façon à ce qu'on puisse suivre quand ça parle dans une autre langue, parce que globalement il va y avoir deux nationalités qui vont être très présentes dans ce film-là, les Américains et les Russes. Sauf que quand les Russes parlent entre eux, du coup on ne sait pas du tout ce qu'ils se disent, sauf si on parle couramment le russe, ce qui n'est absolument pas mon cas. Le seul mot que j'ai compris c'est das qui veut dire oui en russe. Du coup ça m'avance énormément. Après, je connais d'autres mots en russe. Je sais dire Tetris en russe, ça se dit Tetris. Je sais dire également non en russe, niet. Et je peux dire également vodka en russe, ce qui se dit vodka. Voilà, avec ces quelques mots, on peut aller très loin en Russie. Ou pas. Bref, donc voilà, c'était ma petite partie blagueuse. Donc voilà, j'aurais aimé que les parties des dialogues en russe soient sous-titrées en français, ça aurait été cool, mais non, c'était pas le cas. Et que le cadrage de l'écran soit un peu plus grand, quoi. Pas forcément en full screen, mais quand même, on aurait aimé avoir que la capacité de l'écran soit mieux gérée. Bref. Oui, parfois avec les télés, il y a possibilité de faire des réglages manuels, sauf que nous, on est sur une Smart TV qui fait tous les réglages en automatique et généralement, ça se passe bien sur tous les DVD. C'est vraiment le premier DVD où on a le problème qui se présente, donc c'est quand même qu'il y a un souci quelque part. Bref, bon, ça c'est pour la partie technique. Maintenant, je pense que vous voulez en savoir plus sur les scénarios. On va être obligé de résumer rapidement en quelques mots 2001 pour expliquer un petit peu de quoi parle 2010, sinon on est un peu perdu. Dans 2001, on voit plusieurs phases où on voit que l'humanité entre en contact avec des monolithes noirs étranges qui influent sur l'évolution de l'humanité. On découvre également une dualité entre l'homme et la machine, et un voyage vers Jupiter pour essayer de comprendre ce qui se passe et d'où viennent ces monolithes, qui va s'achever sur une conclusion très étrange où le dernier survivant du voyage, le dernier survivant, Dave Bowman, va finir par être à la fois dans son âge moyen, vieux et bébé, le tout en même temps et dans des endroits qui semblent complètement impossibles au niveau de la réalité. Et du coup, les dernières scènes du film 2001 ne semblent avoir aucun sens. Bref, donc c'est un film qui laisse assez perplexe et dont le scénario est assez étrange, donc ça c'est pour 2001. Et finalement, pourquoi j'en parle? Parce que 2010 est la suite directe et va faire de nombreuses références à 2001, et sans l'histoire de 2001, il n'y aurait pas de 2010 tout simplement.
L'histoire de 2010 se passe 9 ans, donc d'où l'écart entre 2001 et 2010. Et il va y avoir des nouvelles expéditions vers Jupiter pour toujours aller vers ce fameux monolithe et également récupérer les données qui ont pu être enregistrées par l'ordinateur de bord qui avait été éteint HAL 9000 dans la traduction normale, mais pour la VF de 2001 sur le DVD. Il s'appelait Carl pour une raison obscure, on ne sait pas trop quoi. Bref, alors que normalement le nom officiel de l'ordinateur c'était HAL. Bon, bref, donc les Russes et les Américains sont très intéressés par le monolithe et ce qui reste du vaisseau et de l'ordinateur de bord de l'équipage d'origine. Et du coup, il va y avoir une concurrence. Finalement, ils vont se mettre d'accord et un équipage composé à moitié d'astronautes et scientifiques américains et russes vont partir pour rejoindre à la fois ce qui reste du vaisseau et de l'ordinateur pour récupérer les informations qu'ils peuvent récupérer et enquêter sur le monolithe. Sauf que durant ce voyage, la tension qui avait commencé entre les États-Unis et la Russie vont s'accentuer. Et du coup, ça va créer un problème, ce qui fait que du coup, les Russes et les Américains qui avaient commencé à sympathiser vont devoir de nouveau prendre leur distance, alors qu'en parallèle, de nouveaux événements tournent autour des monolithes et la réapparition de Dave Bowman qui survient et qui semble transmettre directement les intentions du monolithe. Et évidemment, un danger pèse sur les astronautes qui vont devoir trouver des solutions, notamment pour résoudre les problèmes entre eux, ainsi que les problèmes liés à l'ordinateur qui semble être devenu l'ordinateur HAL qui semble être devenu psychopathe, on va dire, dans le premier film. Donc ils ont connaissance quand même de certains événements, les astronautes, et ils vont devoir faire face à tout ça, ainsi qu'à une nouvelle menace qui pèse sur eux, et ils vont devoir pouvoir revenir sur Terre. Tout ça avec évidemment les intentions propres du monolithe. Et du coup, voilà un petit peu de quoi tout parle ce film. Sauf qu'on est sur un scénario plus fluide et plus explicite. Et même s'il y a encore des intentions qui semblent un peu nébuleuses, on arrive à quand même à mieux cerner le scénario. Et du coup, on y prend plus de plaisir. Du moins, ce qui a été notre cas à Zou et à moi sur ce film 2010, qui a été quand même plus plaisant à regarder que le film 2001. Néanmoins, il reste quand même certains passages qui restent quand même un petit peu obscurs. Donc voilà pour 2010. Donc j'irai peut-être pas jusqu'à le mettre dans mes films coup de cœur, mais pas loin. Il s'en fallait de peu, je pense. On va lire quand même ce qu'il y a écrit derrière. Pendant que la Terre est en proie à la menace nucléaire, un équipage de Russes et d'Américains tente de retrouver l'astronef de 2001 et le secret de HAL, l'ordinateur homicide. L'événement majeur qu'a constitué la sortie de 2001 l'Odyssée de l'espace, avec la musique majestueuse de Strauss, ainsi parlé Zarathustra, se poursuit avec 2010. Plus qu'un triomphe technique, Richard Edlund a reçu 4 Oscars pour ses effets spéciaux, notamment La Guerre des Étoiles, L'Empire contre-attaque, Les Aventuriers de l'Arche perdue, Le Retour du Jedi. Ce film est un suspense constant et émouvant où se mêlent drame et magie du cinéma. Je suis relativement d'accord avec ce qui est dit au dos du boîtier. Donc voilà à quoi ressemble le DVD de 2010. On part à présent sur la fiche Wikipédia. C'est parti. Donc c'est vrai que ce week-end, on était sur un week-end très science-fiction du coup, et un petit peu rétro avec Zou. 2010, l'année du premier contact. 2010, The Year We Make Contact est un film américain écrit et réalisé par Peter Iams, sorti en 1984. Il s'agit d'une adaptation de 2010 Odyssée 2, un roman d'Arthur C. Clarke, publié en 1982 et de la suite du film 2001 L'Odyssée de l'espace, ce qui était sorti à l'origine en 1968 et réalisé par Stanley Kubrick et du roman du même nom aussi d'Arthur C. Clarke, roman sorti après le film. Après, il y a le synopsis, mais ça on en a déjà parlé. On va regarder la fiche technique rapidement. Donc, scénario Peter Iams d'après le roman de 2010 L'Odyssée 2 de Arthur C. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Genre science-fiction, on s'en doute un peu.
langue originale anglais et russe. Durée 116 minutes, le film est plus court que le premier. Sorti aux États-Unis le 7 décembre 84 et en France le 3 avril 85. Casting, il y a Roy Scheider, John Lithgow, Helen Mirren, Bob Balaban, Keir Dullea, Douglas Rain, Madeline Smith, Saveli Kramarov, Taliesin Jaff, James McKishin, Marie-Jo Deschanel, Elia Baskin, Dana Elkar, Oleg Rudnik, Natasha Schneider, Vladimir Skomarovski, Victor Steinbach, Herta Weir, Jan Triska, Robert Lesser et Candice Bergen. Et c'est Jeanine Fornet qui fait la voix VF de Salle 9000. Salle 9000, c'est l'équivalent féminin de Hal. Puisque on la voit mais pas longtemps dans les début du film, ouais. Et puis après, il n'y a pas beaucoup d'autres informations de plus sur Wikipédia, à part des nominations évidemment. Nous, au niveau du DVD, on l'avait acheté dans un cash, certainement dans les 1 euro. Le DVD semble être un peu plus difficile à trouver, que ce soit en DVD ou en Blu-ray, que 2001. Du coup, sur Amazon, les résultats ne sont pas très probants. Et les revendeurs les vendent au prix des revendeurs. Du coup, je me suis dit, je vais aller voir sur Rakuten, ils ont parfois des meilleurs prix. Il y a 2 fiches du DVD sur Rakuten. Il y a une fiche avec le DVD neuf à partir de 16,99 €, ce qui me semble un peu cher quand même, et d'occasion à partir de 2 €. Et il y a une autre fiche où on trouve d'occasion à partir de 90 centimes. Mais c'est tout. Donc ça reste quand même peu pour un film quand même qui a un niveau assez élevé au niveau de l'intérêt de la science-fiction. Mais après, c'est vrai qu'il a moins révolutionné le cinéma que 2001, qui est plus connu étant donné que c'était le premier de cette œuvre, mais c'est un peu dommage parce que 2010 mérite tout autant les éloges, voire plus que pour 2001. Après, c'est une question évidemment de choix et de goût. Mais voilà, j'ai plutôt bien aimé ce 2010, j'ai passé plutôt une bonne soirée, mais ça aurait été mieux encore s'il n'y avait pas eu ces petits défauts au niveau du technique, au niveau du cadrage de l'écran, ainsi que pour les sous-titrages absents pour la partie des dialogues qui se faisaient en russe. Voilà, c'est tout. Allez, à très bientôt tout le monde. Salut, salut. Au revoir. J'ai un super t-shirt, Marvel Minuten.